When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées, de la mode, du design, de la déco, de l'évasion, des voyages, bref, 30 minutes complètement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune chef de cuisine très talentueuse. Elle a remporté l'édition 2011 de Top Chef et depuis, elle a ouvert son restaurant gastronomique qui s'appelle La Seine au sein de l'hôtel Prince de Galles à Paris. C'est une merveille. Ah bah, la voilà qui arrive. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Comment ça va? C'est un gros bisou, bienvenue. Merci, ravie d'être là. Ah bah moi aussi, posez vos petites affaires ici. Est-ce que je peux vous servir un truc à boire? Un café s'il vous plaît. Un petit café, je vous laisse vous installer, j'arrive tout de suite. Ça va, on a un petit peu de temps quand même? Bah oui, hein. Le service est qu'à 12h30, donc Bon, c'est génial. on a du temps. Bon, super. Le café arrive. Vous êtes bien là, hein? Je suis pas mal, hein. Notre petit salon pour recueillir toutes les confidences des invités. Ça, on s'y sent bien en tout cas. Le petit chien là qui est là. Donc tu peux perdre, tenez. Merci beaucoup. Hop, allez. Merci. On est parti. Je vais vous cuisiner, c'est à moi aujourd'hui. Chacun son tour, mais ça me va bien. Stéphanie, vous avez grandi dans une famille qui a toujours considéré que la gourmandise faisait partie des plaisirs de la table. C'est pour ça que vous êtes tombée toute petite dans la marmite? C'est ça, toute petite. La culture de la table, comme je le dis, à la maison. Une maman, une mamie qui cuisinait extrêmement bien. J'ai pas connu la cantine avant d'aller à l'école hôtelière à Paris. C'est vrai? Ouais, je rentrais à la maison le midi. Maman cuisinait bien qu'elle travaillait. Voilà, les week-ends, aller chercher les produits au marché, éplucher les légumes. Et puis, vin autour de la table, aux anniversaires, au Noël. Voilà, on passait énormément de temps. C'était des moments de partage incroyables. Vous avez été dans le sud de la France pendant longtemps. Pendant 8 ans, ouais. Pendant 8 ans. Vous avez gagné ensuite une grande compétition, un grand jeu, on va dire, télévisé. Un concours télévisé. Ouais. Et là, bingo, arrivé à Paris. Bah, ça fait rebondir une carrière, oui. Ouais. C'est vrai que Top Chef a été pour moi un support de carrière, même si je capitalise pas autour de ça. Enfin, vous existiez avant, hein. Voilà, j'avais un parcours culinaire avant, mais pour le coup, Top Chef m'a aidé à exister aux yeux du grand public et des professionnels. Alors, maintenant, vous officiez au Prince de Galles, dans un restaurant qui s'appelle La Seine. Vous êtes arrivée 1 an avant pour élaborer la carte? Je suis arrivée, effectivement, Sandrine, presque 1 an avant l'ouverture. D'abord, pour mettre un petit peu ma patte aussi sur les concepts. J'ai eu la chance d'être impliquée très tôt dans ce projet, avec l'architecte Bruno Borione, avec les propriétaires, avec Saroud qui gère l'hôtel. Donc, on a réfléchi ensemble qu'est-ce qu'on avait envie de faire dans le restaurant La Seine, mais aussi au bar Les Heures, pour le room service. Et puis, en l'occurrence, La Seine, le concept de cuisine ouverte est arrivé assez vite. Alors, comment vous l'avez élaboré, votre carte? Comment vous l'avez pensée? J'ai essayé de faire une carte très accessible et très simple. J'avais envie, pour cette aventure parisienne, de me recentrer sur l'essentiel. Notre concept au restaurant La Seine, c'est de désacraliser un petit peu la gastronomie de palace. C'était d'arriver avec des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus authentiques, fournir une expérience assez vraie. C'est des tables en marbre, donc un très joli marbre arabescato, mais sur lesquels on ne met pas de nappe, il n'y a pas de chichi. On pose le pain sur la table, on pose l'eau sur la table, on rend le client propriétaire de son moment gastronomique. Et alors, vos plats signatures? Le petit rouget? Les plats signatures, le petit rouget. Le petit rouget, là pour le coup, j'ai gardé l'influence du sud de la France. Le petit rouget cuit comme ça, très légèrement, bon, ça. Sur des sucres de bouillabaisse, des gnocchis de pommes de terre, juste tiède, avec une râpée de poutargue, un petit peu de marjolaine. Des produits très simples finalement. Ah oui, c'est comme ça, c'est terrible de nous parler de ça, j'en ai l'eau à la bouche. Et alors la scène, le principe c'est que la cuisine est ouverte sur la salle. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à communiquer avec sa brigade. Il faut travailler différemment. Alors comment vous travaillez, comment ça se fait ça? Comment ça se met en place? Alors, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs pour une brigade et pour un chef de travailler dans le silence, parce que c'est pas culturel chez nous cuisiniers de ne rien dire. On travaille énormément au regard. C'est vrai que puis j'ai la chance d'avoir une allée comme ça dans la cuisine où je me balade beaucoup entre les postes. Donc quand j'annonce un bon, je l'annonce toujours avec un ton de voix tel qu'on l'a aujourd'hui, vous et moi. Et puis on est beaucoup moins fatigué en fin de service parce qu'on se concentre sur l'essentiel, les assiettes de nos clients. Alors dites-moi, est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous avez par exemple voyagé pour vous inspirer de toute... Alors j'adore voyager. J'adore ça et en famille essentiellement. Donc c'est vrai qu'une fois par an, on essaye de s'octroyer avec les enfants un joli voyage où on part loin. D'accord. Loin où, par exemple? Le dernier, c'était les Seychelles, par exemple. Oh, ça devait être super, C'était pas mal. Les enfants sont assez fans. Ils ont gardé de leur naissance sur la Côte d'Azur ce goût pour la mer et pour le sable chaud. Donc on essaye d'aller le chercher. Et alors, est-ce qu'en France, vous avez eu l'occasion de voyager?
Le sud, bien sûr. En France, le sud, la Bretagne un petit peu, puisque mon mari est breton. Origines. Voilà, quelques origines. Puis voilà, l'Alsace, un petit peu Bordeaux, le Cap Ferret, ouais, je me balade un peu. Est-ce que vous connaissez la ville de Pau? Pas encore. Eh bien, je vais vous faire découvrir la ville de Pau comme vous ne l'avez jamais vue, c'est-à-dire le côté lifestyle de Pau, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Regardez. Pau est la capitale du Béarn et la ville natale de Henri IV. Ok, mais nous on l'aime surtout pour être une des plus belles vues sur les Pyrénées. En cas de caprice météo, il est préférable de prévoir une halte chez Christophe Bandeau, dernière adresse pour trouver l'authentique parapluie du berger des Pyrénées. Bien plus qu'un parapluie, ce superbe objet garanti à vie a su trouver sa place au-delà du cercle des habitués locaux et séduire aussi une clientèle très sélecte. Sarkozy avant d'être président, Zidane quand en a un, Jean Rochefort quand en avait eu un, enfin il y en a plein. Dans cet esprit artisan, une petite boutique de créateurs propose sa sélection pop et colorée pleine de surprises. Actuellement, il y a une quarantaine de créateurs différents. C'est principalement des créateurs du sud-ouest et donc il y a évidemment des Béarnais, des Palois. Ça me semblait important effectivement qu'il y ait une vitrine pour les créateurs sur Pau. Moi, je fais des créations en calebasse, donc c'est un fruit qui est assez méconnu du grand public. C'est une variété de courge qui se transforme en bois en séchant. C'est des fruits que j'ai cultivés moi-même. J'en fais des luminaires, des lampes à poser, lampadaires, plafonniers. J'allie le côté naturel à un côté un peu pop, plutôt gai, un univers coloré et gai. Au milieu de cet univers trônent les créations indus et métalliques de Bertrand Masson, dont le fer à souder opère dans son repère à l'atelier palois, aussi bien pour créer que pour réparer. Au départ, c'était un atelier de bricolage avec des outils en location. En parallèle, moi, je restaurais des objets. Et au fur et à mesure, c'est cette activité qui a pris le dessus. Ancien marin mécano embarqué sur des cargos, Bertrand aime injecter un peu de fantaisie mécanique dans ses créations. Esthétiquement, les vannes, les manomètres, ça peut faire des sculptures assez intéressantes. Et ça, c'est des choses qui, moi, me parlent et que j'ai eu envie de ramener ici. Si je peux rajouter une petite astuce dans un meuble, que ce soit une table qui puisse se lever ou se baisser avec une crémaillère, une manivelle, ça me plaît beaucoup. Ouais, j'ai l'impression de faire un petit truc original. Dans cet esprit récup chic, une adresse est imposée à Pau comme le passage obligé des amoureux des bonnes choses. C'est issu d'une idée qui a germé doucement dans ma tête par rapport à mon parcours de sommelier. On est ravis un peu de ce qu'on a créé et du retour que les gens nous font par rapport à notre travail et nos convictions, et à la fois œnologiques et gastronomiques. Restaurateurs, mais avant tout cavistes dans l'âme, les papilles insolites jouent à fond la carte des vins naturels. Pour convaincre les plus intrigués, la cuisine mise sur la créativité, tout en gardant la simplicité et l'esprit bistronomique. L'idée de faire une cave à manger était vraiment importante. L'idée, c'était pas de créer un restaurant gastronomique en tant que tel, en faisant une salle nappée, cosy. Je voulais vraiment garder cette ambiance un petit peu traditionnelle de bistrot lyonnais, bouchon, mais en étant un petit peu plus exigeant au niveau de l'assiette. Ouais. Ces dernières années, Pau s'est lancé dans une repiétonisation de son centre-ville historique et le décorateur Jean-Pierre Bouvet, attentif à tous ces détails, en explique les bienfaits. Les gens sont quand même très heureux de voir qu'on a pu, malgré tout, rénover des façades, redécouvrir des rues, puisqu'on n'a plus de véhicules dans les rues. Et ça, c'est plutôt novateur pour Pau. Les gens réinterprètent un petit peu la ville, ce qui n'était pas le cas autrefois. Cet éternel baroudeur qu'un jeu télévisé a érigé au statut de star nationale connaît bien Pau et surtout ses habitants. Pour beaucoup de Palois, Pau n'est jamais assez bien, mais pour tous les étrangers qui débarquent, quand ils viennent, ils ont du mal à repartir. Pau est devenue vraiment une très belle ville, en dehors du terroir que l'on a avec l'agriculture, les conserveries, le vin de Jurançon. On est entre la mer, la montagne. Pau, ce serait plutôt effectivement le bout du boulevard des Pyrénées quand on va vers le château, où on peut découvrir justement les jardins du château que peu de gens connaissent. Toute cette zone comme ça un peu historique, jusqu'au casino, est vraiment magnifique. Mais qui dit château dit roi, et qui dit roi dit forcément couronne. Et à Pau, la couronne est synonyme de gourmandise. Le chef chocolatier Laurent Chagnot réalise ses petites merveilles dans cette maison qui avait en son temps su séduire le général de Gaulle.
Je travaille beaucoup avec tout ce qui est fruits, amandes de Provence, noisettes du Piémont italien. J'essaye de faire toute une gamme de chocolats très gourmands visuels, du croustillant, du fondant. Chez La Couronne, la star des stars, c'est la créole, une ganache au champagne enrobée de chocolat qui fait l'objet des plus grands soins. C'est toujours trempé à la main pour avoir une couche de chocolat, une carapace de chocolat assez épaisse. Et comme la ganache est très puissante en alcool, c'est pour compenser et pour que ce goût à la fin de chocolat vienne. Pour le général Gaulle, paraît-il d'ailleurs qu'il en mangeait une tous les soirs avant de s'endormir. Pour bien dormir à Pau sans forcément avoir recours aux vertus de la créole, la Villa Navarre offre un cadre rare et précieux en tête-à-tête avec les Pyrénées. La Villa Navarre à Pau, c'est un hôtel 5 étoiles et son restaurant gastronomique qui s'appelle La Villa. On est situé dans un parc de 2 hectares avec une superbe vue sur les Pyrénées. Cette villa, une des dernières anglaises de Pau, a accueilli une partie de l'enfance de Frédéric Becbédé, puisque c'était la maison de vacances de ses grands-parents. Il a renoué les liens en y écrivant un roman français et en rachetant avec des partenaires la propriété en 2011. C'est Frédéric Becbédé qui s'associe avec M. Stéphane Carella et Boris Dio, qui ont repris l'établissement, et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher pour relever le niveau et le défi de faire la villa la meilleure table de la ville. Le chef Patrick Brosset met effectivement tout son talent et sa créativité au service de ce challenge, avec pour résultat une cuisine inventive à la gloire du Béarn et de ses produits. Comme souvent dans la région, la balade s'achève autour d'une bonne table. Une visite paloise nécessite un bon appétit, histoire de prendre des forces pour les Pyrénées. Et ben voilà, Pau, comme vous ne l'aviez jamais vu. On va parler de mode maintenant, hein, parce que toute fille qui se respecte a une opinion, une idée sur la mode. Donc, vous, est-ce que vous y accordez beaucoup d'importance ? Je ne suis pas sensible forcément aux effets de mode. Maintenant, j'aime bien, voilà, comme toutes les filles, effectivement. J'ai mes périodes shopping. C'est souvent très compulsif, je dirais. C'est-à-dire que vous passez une journée... Je vais rien acheter pendant un mois et demi, 2 mois, puis d'un seul coup, je vais avoir comme ça une folie, une fièvre acheteuse et je vais avoir envie de plein de choses. Et alors, le matin ? Vous êtes du genre à passer 3 heures à chercher la tenue qui va bien ou à enfiler le premier truc ? Non, parce que j'ai pas le temps. Et puis souvent, le matin, c'est juste pour déposer les enfants à l'école et filer au travail. Et comme de toute façon, je me change au boulot, c'est vrai que je me pose plus la question le soir quand je sors. Alors, justement, le soir, vous avez une petite soirée, un petit truc. Qu'est-ce que vous allez... Ça va être quoi, vos basiques ? Ça va être évidemment un petit tailleur veste, pantalon noir avec un haut un peu soie ou une petite robe noire, escarpin. Et des sacs ? Vous aimez les sacs ? J'aime bien les sacs. Et les chaussures aussi ? Donc, une vraie fille, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, si vous vous intéressez à la mode, je vais vous proposer de retrouver Elsa, de Elle s'amuse. Alors, le thème du jour, c'est la tendance imprimée marbrée. Vous allez voir aussi bien sur les vêtements que jusqu'au bout des ongles. Regardez. Il y a des tendances qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Mode, déco, beauté, l'imprimé marbre cette année frappe très fort. Alors comment faire pour ne pas se ruiner si l'on souhaite à la fois être tendance sur soi et aussi chez soi ? Eh bien Elsa, notre blogueuse, la reine du système dès que le monde entier nous envie, a trouvé la parade. Ah enfin vous voilà. Bon, je vous préviens, aujourd'hui je suis vraiment d'humeur marbre. Alors ça vous dit qu'on mette du marbre sur votre déco, du marbre sur votre make et du marbre sur vos ongles? Oui? Bon alors suivez-moi. Commençons par mettre une touche marbrée dans notre intérieur avec ce coussin. Alors pour cela, il vous faut une housse de coussin que j'ai choisie blanche, mais également ça. Donc ça s'appelle du Magic Marble et ça se trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. C'est grâce à cette solution qu'on va réaliser l'imprimé marbré. J'ai choisi du noir, du blanc et du gris parce que c'est la couleur du marbré qu'on retrouve sur les défilés. Et ma petite touche personnelle, les paillettes. Ensuite, il vous faut des cure-dents, des gants, de l'alu, de l'essuie-tout et il vous faut aussi une bassine la plus grande possible. D'ailleurs, l'idéal c'est de le faire dans sa baignoire parce que vous avez une grande surface lisse et plane. Voilà. Oui, mais la baignoire a aussi bien d'autres atouts face à ses concurrents. La douche c'est compliqué, on vous le déconseille. Quant à la bassine, c'est quand même plutôt assez galère.
Maintenant, on va mélanger tous les solvants pour faire le motif marbré. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tuc, 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 tuc. Serait-ce une formule magique pour utiliser ces mystérieux pots de peinture? Pendant qu'on verse le solvant, on fait aussi les motifs avec le cure-dent avant que le solvant ne se solidifie. Là, pour l'effet marbré, chacun a sa méthode. Hop, la petite touche de paillettes. Hop, moi, le motif là me plaît. Donc maintenant, on prend le coussin. Ici, un mauvais geste et c'est foutu. Alors on approche d'autres housses de la bassine. On retient bien notre souffle. Attention, on plonge. Hop, on laisse prendre le solvant et on va venir enlever tout ce qui reste à la surface avec du papier essuie-tout. Maintenant, on sort de l'eau. Alors là, soit c'est réussi et c'est tant mieux pour vous parce que c'était quand même hyper facile à faire, soit c'est raté et dans ce cas, eh bien, on vous conseille de stopper net votre carrière dans les do-it-yourself. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Mais oui, bien sûr, on est éco-responsable, pas question de jeter toute cette eau. On continue et on customise tout ce qui nous tombe sous la main. Tadam! Voilà, vous pouvez également faire des t-shirts pour vous, comme c'est des défilés. Mais aussi pour votre mec. Vous êtes ravis. Vos coussins et vos t-shirts vous plaisent, mais il y a un souci. Vous trouvez que ces travaux manuels ont légèrement abîmé votre belle manucure? Eh bien, ne bougez pas, voici pour vous la manucure Marble. Pour réaliser la manucure marble, il vous faut un verre d'eau. Il vous faut des vernis de différentes couleurs. Moi, j'ai choisi de prendre 4 couleurs différentes pour avoir un beau contraste. Il vous faut de l'adhésif, des cure-dents, mais aussi des cotons-tiges et des cotons et du dissolvant. Première étape, on protège le contour de nos ongles avec l'adhésif. Donc pour réaliser le marble, on prend tour à tour chaque vernis et on vient déposer une goutte sur la surface de l'eau. Là, visez bien à chaque fois le centre. Prenez votre cure-dent pour créer votre forme. Maintenant, on plonge son ongle dans le vernis. Ongle aussitôt plongé, ongle aussitôt marbré. Enlevez le surplus de vernis, laissez sécher et enfin descotcher vos doigts. Et voilà, donc on prend le dissolvant, le coton-tige et on vient nettoyer les contours. Et voilà, on a terminé. Beauté, mode, déco. J'espère que mes petits tutos ne vous laissent pas de marbre. En tout cas, moi je partage direct. Vous aussi, faites comme elle, partagez vite vos créations sur vos réseaux sociaux préférés. Ils en sont dingues. Allez, à très vite pour des nouvelles aventures. Très do it yourself. Alors Stéphanie, pendant la création du restaurant, vous n'avez pas seulement réfléchi à la carte, vous avez réfléchi à tout l'environnement, au design de la cuisine. Expliquez-moi comment ça s'est fait. Donc la chance d'arriver un petit peu en avance, donc j'ai beaucoup discuté avec Bruno Borion, le designer, pour l'ambiance globale du restaurant, parce que c'est extrêmement important. On peut faire la meilleure cuisine du monde si l'expérience globale n'est pas sympa et qu'on n'a pas envie de revenir parce que le cadre c'est glauque, oui, est plaisant, etc. Donc voilà, on a attaché un soin tout particulier à ça. La cuisine, évidemment, parce que c'est mon environnement de travail, et puis tout ce qui est vaisselle. Bon, d'accord. Et la vaisselle, vous avez donc co-dessiné? Voilà, avec Sylvie Coquet, donc, qui fait de la porcelaine à Limoges, mais vraiment du sur-mesure. C'est la haute couture de la porcelaine. Donc c'est 2000 pièces, c'est ça? Oui, c'est facilement 2000 pièces. Elle nous a fait toute la vaisselle du restaurant, les bento pour le bar, voilà, donc plein les cocottes pour le room service. Donc oui, elle a signé pas mal de pièces uniques comme ça pour le restaurant. Vous, ça vous éclate de vous intéresser comme ça au design et à la déco? C'est extraordinaire parce que d'un seul coup, on marque une identité. Tout est cohérent. Ce qui est important pour moi, c'est d'être cohérente dans une assiette, mais sur toute l'expérience qu'on délivre. Donc voilà, ça, c'était une grande chance de délivrer un message qui est, je pense, unanime. Vous avez le temps de cuisiner chez vous?
J'ai le temps, mais j'ai pas forcément l'envie. Ah, alors comment ça se passe un dîner ou un déjeuner à la maison? Eh ben, c'est très simple. C'est un super produit. Voilà, j'ai des enfants qui sont fans de viande, donc c'est une très bonne côte de bœuf, simplement rôtie, une petite sauce béarnaise, 3 pommes sautées. Et oui, ça fait la blague. Et ça fait la blague, et ça fait l'unanimité en tout cas. Donc, Bon alors Stéphanie, je rappelle qu'on peut vous trouver matin, midi, soir, week-end au restaurant La Seine du Prince de Galles. Je vis au Prince de Galles. Voilà, vous vivez au Prince de Galles, que vous avez signé également la carte du mini-bar, du room service, pardon, du bar, le fameux brunch gastronomique. Toute la restauration du Prince de Galles. Bon, bah c'est super. Que de beaux projets. Ouais. Bonjour Oscar. Voilà, je vous présente Oscar, bonjour. Stéphanie. Bonjour Oscar, Enchanté Stéphanie. Qu'est-ce que ça vous va bien cette petite casquette? Ouais. Tu te moques? On parle de quoi? On va voyager, on va aller loin, très très loin. On va où? Bah, vous allez voir. Ah. Allez, on regarde le reportage. C'est parti. Aujourd'hui, on va vivre un moment unique puisqu'on va traverser l'espace et les fonds marins. C'est la tendance au-delà, un univers très curieux qui mêle créatures sous-marines, formes organiques et astéroïdes. C'est parti, suivez-moi. Atterrissage immédiat au salon Maison et Objets pour une exploration de l'infiniment lointain. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la tendance qui est mise en avant cette année sur le salon? La thématique des tendances sur Maison et Objets, le message qu'on souhaite passer sur Maison et Objets, c'est de vous emmener voyager, c'est de vous emmener ailleurs. Oui, enfin c'est plus qu'un voyage, c'est une véritable exploration vers des mondes inconnus. C'est partir vers l'inconnu et notamment sur cette thématique de Beyond, de partir, c'est ailleurs dans l'espace ou dans les abysses. Donc avec un cabinet de curiosité contemporain qui nous permet d'aller voyager dans les plus grandes profondeurs de la mer et puis dans les hauteurs de l'espace avec toute une notion de robotique, de nouveaux robots, mais tout ça dans un esprit très positif puisque l'idée aussi c'est de donner du rêve, c'est d'apporter des messages souriants, d'apporter des messages positifs dans ce monde un peu compliqué dans lequel on vit. Merci beaucoup, en tout cas on va aller visiter ces univers étranges et on va aller au cœur de la tendance. Merci beaucoup. Je connais ce créateur, le créateur de ces curiosités, je vous amène à sa rencontre. Je cultive ma créativité. Daniel, bonjour. Bonjour Oscar. En quoi les fonds marins inspirent vos créations? C'est d'abord une source d'énormément de curiosité pour moi. Et d'abord parce que ça fait pas très longtemps que ça a été étudié et ça continue à être étudié, il y a encore plein de mystères dedans. Et aussi parce qu'évidemment, le peu qu'on connaît, c'est des tas de curiosités que j'adore. Alors par exemple, cette pièce-là, c'est du corail de feu. Le corail de feu, c'est le cauchemar des plongeurs. En plongée, quand vous êtes touché par le corail de feu, c'est très urticant. Mais son squelette a cette drôle de couleur jaune-vert très claire, qui est assez intéressante, en déco aussi. Et c'est quoi ce petit truc bizarre là, cette forme bizarre? Alors ce truc bizarre, c'est aussi une curiosité de la mer, puisque finalement, il y a 15 000 ans, entre l'Angleterre et la France, c'était des grandes prairies où pouvaient gambader gaiement des mammouths, des rhinocéros laineux et des bisons. Et aujourd'hui, dans la mer, les pêcheurs remontent parfois avec de leurs filets des molaires de mammouth. Écoutez, c'est la première fois que je vois une dent de mammouth de ma vie. Est-ce que vous avez des curiosités liées à l'espace? Tout à fait. Bah, vous nous montrez? Allez. Voici ceci qui est complètement lié à l'espace, puisque c'est une météorite qui est tombée sur Terre en Argentine en 1576. Alors comment vous l'avez datée? Alors cette météorite-là, on a pu la dater parce qu'elle a évidemment écrasé de la végétation en arrivant sur Terre. Et on a pu dater donc les végétaux écrasés au carbone 14 pour savoir qu'en fait elle a 4000 ans, cette météorite, mais qu'elle a été répertoriée pour la première fois en 1576 par les conquistadors. Merci beaucoup, moi je vais continuer mon voyage au cœur des tendances. Bon voyage. Entre les profondeurs des abysses et l'immensité de l'espace, moi je crois que j'ai choisi mon camp, j'ai choisi ma tendance. D'ailleurs, il y a une expédition qui s'en va coloniser Mars et je pars avec. Allez, ciao! Bon, vous avez vu, la tendance est au voyage, mais pas n'importe quel voyage. On va loin, très loin, on va au fond des mers et on va dans l'espace. Et c'est ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui avec quelques petits objets que je vous ai ramenés en plateau. Alors, dites-nous tout. La tendance, l'espace, elle est à la déco, comme on l'a vu dans le reportage, mais elle est aussi à la mode. Donc, dans l'univers de la mode, les chaussures deviennent
des vrais objets. C'est donc des chaussures. Ce sont des chaussures. En fait, ce sont des chaussures qui ont été faites pour United Nude par Zaha Hadid. Je ne sais pas si vous connaissez, la célèbre architecte qui prône le déconstructivisme. Elles se portent, elles sont très confortables. C'est vachement intéressant comme objet. Elles sont très confortables. C'est véritablement un objet d'art. C'est ça, c'est un bel objet. C'est un bel objet. C'est fait par cette fameuse architecte. Donc on retrouve vraiment son style, vous voyez, par l'ordonnance des couches successives, des strates. Et si vous voyez un bâtiment de Zaha Hadid, ça ressemble à ça. Donc finalement, c'est un mini bâtiment. Et puis pour aller sur Mars, parce que vous savez qu'il y a un projet qui est qu'un milliardaire un peu fou est en train de mener, c'est d'envoyer 80 000 personnes sur Mars. On aura besoin d'un chef. Pour créer une nouvelle civilisation. Je suis là. C'est ça. Par contre, il faudra débourser 500 000 €. L'aller simple. Mais bon, attendez, moi, je cuisine parce qu'on ne revient pas. Non, on y reste. Voilà, c'est une nouvelle civilisation qu'on crée. Et puis vous pourrez faire des petites expériences de culinaire. Petite cuisine moléculaire. Exactement. Allez, on termine par la déco. Ce sont des petits objets déco à poser sur son bureau, sur des étagères. Et puis ça existe en version, alors c'est Arteum qui fait ça, et ça existe en version XXL. Donc c'est assez sympa, le petit Nono le robot. Merci en tout cas pour tous ces tuyaux et ces infos. Merci Stéphanie de nous avoir rendu visite. Merci Donc là, ça y est, c'est le service, là, il faut y aller. J'y vais. Bon, en tout cas, nous, on a réservé une table, toute l'équipe. On vient, avec grand plaisir. On veut goûter à votre cuisine. Quant à nous, on retrouve tout de suite Christine Goguet, qui a décidé d'aller dans Paris, à la recherche de ses coups de cœur. On la retrouve maintenant. Cette semaine, je vais vous parler de moi, Auguste, empereur de Rome. C'est toute la vie de ce neveu de Jules César qui est retracée lors d'une magnifique exposition. Donc c'est au Grand Palais. Elle montre qui était le grand empereur Auguste, qui a fait de Rome, qui était une ville de briques, une ville de marbre. Alors moi, Auguste, empereur de Rome, c'est jusqu'au 13 juillet. Et maintenant, place à mon agenda Art de Vivre pour être sûr de ne rien louper de la tendance de la semaine. On se sent tout mou? Hop, c'est parti pour une semaine bien remplie. Un peu de lecture tout d'abord avec Les erreurs dans l'architecture aux éditions Courtes et Longues. Des pyramides d'Égypte au gratte-ciel du XXe siècle, ce bouquin vous raconte les coulisses de l'histoire de l'architecture comme une suite d'expérimentations, de rêves et de contraintes. On sort ensuite à la table des géants, une expo qui nous permet de découvrir la tradition culinaire et le savoir-faire unique des cuisiniers et maîtres d'hôtel des grands paquebots de légende. À l'époque, le service et le dressage des tables constituaient la référence absolue. C'est à voir jusqu'au 6 avril au Point de Vue à Deauville. Voici un nouveau lieu à Paris promis à un joli buzz, l'Atelier Noir de Guillaume Sanchez. Ce chef pâtissier talentueux y présente comme un atelier d'artiste son espace de recherche et de développement culinaire. Une manufacture sucrée habillée de noir où se retrouvent les gourmets de notre époque. Et notre coup de cœur cette semaine, c'est le salon du dessin contemporain, Drawing Now. Toute la diversité du dessin d'aujourd'hui et de ces 50 dernières années y est mise en scène. 86 galeries sont réunies pour présenter leur sélection. C'est à voir du 26 au 30 mars au Carreau du Temple et à l'espace Comines de Paris. Et bien voilà, Vite Tendance, c'est terminé. J'aurai le bonheur de vous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler art de vivre. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye. Everybody's gotta live. I think you know the reason why.